Hajj 2013 pour permettre une meilleure organisation du pèlerinage à la Mecque. 12 agences de voyage ont été agréées par le comité de suivi de l'organisation du Hajj mis en place par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. C'est à elle que les candidats au Hajj doivent s'adresser pour les différentes formalités administratives d'organisation du voyage. Vous aurez des précisions au cours de ce journal. Nous irons également à la rencontre d'un grand témoin de l'histoire du Burkina depuis 1973. À travers l'objectif de son appareil photo, Big Z a suivi les grands hommes qui ont marqué l'histoire, a saisi des instants décisifs de l'évolution de ce pays. Il a observé le Burkina qui se construit dans tous les domaines. Demain, Big Z va fêter les 40 ans de sa vie professionnelle. En Grèce, le gouvernement décide de la fermeture des chaînes de télévision et de radio de l'ERT pour faire de nouvelles économies. Une décision brutale qui reçoit également une réponse violente. À Athènes, on assiste à une forte résistance catholique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux actualités. Tout d'abord, l'École nationale des douanes du Burkina est désignée comme centre de formation de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes a rencontré le Premier ministre. Il a porté cette information au Premier ministre et a accordé à l'END. Monsieur Kounio Mikouria est à Ouagadougou dans le cadre d'une rencontre sur la modernisation des douanes en Afrique de l'Ouest pour faire face aux problèmes de gestion des frontières et mieux affronter les narcotrafiquants. Les nouveaux défis qui s'opposent aux administrations douanières de l'espace UEMOA ont été évoqués également entre le patron de l'OMD et le Premier ministre Tiao. Le reportage de Sylvestre Da. Ma visite de courtoisie, c'est de discuter de la modernisation parce que pour améliorer le climat des affaires, c'est les procédures douanières qui doivent être simplifiées et harmonisées et qui vont accueillir l'investissement et le commerce. Mais en même temps, en termes de la sécurité, la gestion frontière est très importante pour lutter contre les trafiquants de drogue, mais aussi les faux médicaments. Le Premier ministre a reconnu, bien sûr, les très importantes des douanes, donc il y a beaucoup plus de soutien politique et il souhaite de continuer cette collaboration entre l'OMD et Burkina Faso. Mais en même temps, puisque Burkina Faso c'est un membre de l'UEMOA et en tant que sous-région, régionale, c'est le moteur, c'est la douane, c'est la modernisation des douanes. Donc dans cet aspect aussi, nous avons beaucoup à faire ensemble. Et finalement, j'ai dit que bon, ce pays de Burkina Faso est de ressources humaines. Et c'est pour cela que l'école de douane est désignée comme centre régional de formation pour l'OMD, pour cette région de l'Afrique de l'Ouest et Centre. Donc j'ai exprimé mes remerciements pour son soutien politique et ses intentions d'équiper beaucoup plus de douanes et améliorer le fonctionnement de douane. La coopération suisse accorde une subvention de 16 milliards de francs CFA pour la période 2013-2007. Cette aide budgétaire est une contribution pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Oumou Cissé a assisté ce matin à la signature de convention entre le Bureau de coopération suisse au Burkina et le ministre burkinabé de l'économie et des finances. Reportage. Cet échange de parapheurs et cette poignée de main scelle un partenariat entre la Suisse et le Burkina Faso. À travers la signature de cet accord d'aide budgétaire, ce sont 32 millions de francs suisses, soit environ 16 milliards de francs CFA, qui sont mis à la disposition de l'État burkinabé sous forme de subventions pour la période 2013-2016. Pour nous, le partenariat qu'on a aujourd'hui à travers l'aide budgétaire est important parce que c'est une marque de confiance dans le gouvernement et dans ses politiques, d'accompagnement dans les efforts qui sont faits depuis plusieurs années et qui sont faits en dialogue avec les différents acteurs, notamment les autres donateurs. Cette subvention est destinée à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. L'accord que vient de signer est assez exemplaire à plusieurs titres. D'abord, il s'agit d'un appui budgétaire. Et cela veut dire que ce sont des ressources qui ne sont pas affectées
des ressources qui vont venir nous accompagner dans le financement de l'ensemble du budget et qui va respecter notre procédure nationale. L'autre aspect, c'est que c'est un accord pluriannuel. Cela va porter sur 4 ans, ce qui, bien sûr, va nous permettre d'avoir plus de visibilité et aussi nous permettre d'avoir des éléments de prévision pour notre budget. Depuis 1994, la Confédération suisse accompagne le Burkina Faso et ses appuis budgétaires s'évaluent à un montant total de 158 millions de francs suisses, soit l'équivalent de 80 milliards de francs CFA. Reportage de Oumou Sissé avec la complicité de Nyarkité Da. Les députés membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense ont une idée d'instruments supplémentaires pour mieux contrôler avec objectivité l'action du gouvernement sur la question de la sécurité. 48 heures d'échange leur ont permis de comprendre et d'approfondir bien de choses sur cette question primordiale. Les explications de Anatole Nakoulma et de Anna Lusikeri. Pendant 48 heures, les députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et les experts du Centre de contrôle démocratique des forces armées de Genève et du réseau africain du secteur de la sécurité ont pu échanger sur plusieurs sous-thèmes. Il s'agit notamment du rôle, des capacités et les limites des Parlements dans le contrôle du secteur de la santé, des exemples d'autres pays en la matière, de la place des services de renseignement dans le dispositif de sécurité et la relative transparence qui l'entoure. Des échanges ont prélevé que le contrôle est nécessaire pour renforcer la démocratie dans le secteur de la sécurité, dans la mesure où il doit conduire vers des propositions objectives, participatives, en vue d'améliorer l'existant et se projeter dans l'avenir en prenant en compte des valeurs cardinales de la construction de la démocratie et partant de la nation. En plus de communication, la rencontre a été marquée par des exercices pratiques. L'objectif visé étant de renforcer les actions de contrôle du Parlement. Cela va nous permettre, dans notre rôle régalien qui est le contrôle de l'action gouvernementale, de cerner les concours et de poser des questions appropriées afin de pouvoir informer la population sur cette question et sur le déroulement, et sur le fonctionnement même de la sécurité et de la défense. Pour les participants, comme pour les membres du comité d'organisation, l'atelier a répondu à leurs attentes. Il nous appartient de temps en temps d'aller dans des casernes et de regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe. Les gens se demandent, oui, mais si on y va, comment les choses vont se passer? Non. Je pense que le fait que l'Assemblée même y aille, ça rassure également les acteurs du secteur de la défense et de la sécurité pour leur dire ceux qui sont garants, n'est-ce pas, du vote de la loi, donc de la bonne marche de nos institutions, eh bien, eux là aussi, eh bien, ils sont à côté de nous. À la lumière des résultats des travaux, il n'est pas exclu que les commissaires de la CAED, en ce début de législature, revoient leur programme d'activité en tenant compte des actions qui doivent être menées pour accompagner les forces de défense et de sécurité. À l'Est, le gouvernement va soutenir 500 000 ménages vulnérables en mettant à leur disposition des équipements agricoles et des semences améliorées. La subvention s'évalue à 1 milliard de francs CFA. Fort de cet appui, producteurs et autorités régionales prennent un engagement à relever le défi de la campagne agricole. Le reportage est signé de Nyarkité Da. À Mani dans la Nyanya, ce mardi 11 juin, les producteurs de la région de l'Est avaient rendez-vous avec les autorités régionales. Avant de rejoindre leurs champs, ils sont venus recevoir les semences améliorées et les équipements agricoles, un don du gouvernement burkinabé. Pour la seule région de l'Est, l'État burkinabé a investi près d'1 milliard 200 millions de francs CFA. Nous évitons le saupoudrage, mais au contraire, de faire en sorte que nous ayons des producteurs qui soient suffisamment équipés, qui reçoivent à la fois les intrants, les équipements et tout l'accompagnement technique pour pouvoir mettre en œuvre et servir à faire tâche d'huile dans leur zone d'intervention. Et par la suite, progressivement, nous allons déployer nos appuis là. L'objectif des mécanismes de mise en œuvre des opérations engrais, semences certifiées de variétés améliorées, équipements agricoles et animaux de trait est d'assurer leur gestion efficiente en vue d'améliorer la productivité agricole. Et à l'est du Burkina Faso, c'est à Kerchoua que les producteurs accueillent ces gestes de l'État burkinabé. Aujourd'hui, pour produire même en grande quantité, il faut de l'engrais, il faut des matériels pour pouvoir produire. Donc vraiment, une fois encore, je remercie et j'aimerais vraiment que cet accompagnement se poursuive pour que nous puissions vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Garantir la sécurité alimentaire, c'est le vœu le plus ardent des producteurs de l'Est, à qui le gouverneur de la région demande
d'intégrer les nouvelles méthodes de production pour atteindre cet objectif. Je souhaiterais que les producteurs et productrices puissent accepter d'utiliser les nouvelles méthodes de production pour améliorer la productivité, puissent accepter les conseils des agents de l'agriculture qui sont là pour les conseiller. Dans la région de l'Est, la couverture des besoins alimentaires des populations en 2012-2013 est de 151%. Pour cette campagne, la Direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire met la barre à 155% et invite les producteurs à effectivement utiliser les semences et les engrais dans les champs avec comme mot d'ordre l'utilisation de nouveaux paquets de production agricole. C'est demain que s'ouvrent à Ouagadougou les états généraux des enseignements secondaires et supérieurs. Une rencontre pour faire un diagnostic sans complaisance du système éducatif et pour proposer des solutions pour sortir le lycée et l'université publique burkinabé de la crise. Les acteurs de l'éducation, les enseignants et les élèves et les étudiants, les parents d'élèves et les politiques attendent beaucoup de cette concertation. Ils sont interrogés par Maïmouna Traoré. On s'attend beaucoup à ce qu'ils prennent des décisions en faveur des étudiants. C'est difficile de venir à l'université et vouloir espérer faire une formation de courte durée pour pouvoir être prêt au marché de l'embauche. Et on vient, on fait 2 ans pour une année. Et par rapport aux amis qui sont dans les établissements supérieurs, dans les universités supérieures, qui prennent 1 an, ils font leur formation avec leur diplôme, on voit que ce n'est pas la même chose, donc c'est difficile. Les conditions sont vraiment difficiles. Pour un étudiant de venir à l'université et tu fais 2 ans pour une année, c'est compliqué. Et qu'ils essaient de voir aussi à propos du système LMD qu'ils ont mis en place à l'université. Ce n'est pas du tout adapté à l'université. Soit ils mettent les moyens au niveau des étudiants pour qu'ils puissent faire des recherches rapidement, soit ils annulent le système LMD. C'est très compliqué. Nous, on a déjà fait des doléances. Les doléances, si on prenait ça en compte, je pense que beaucoup de choses allaient être résolues. Le problème de l'université de Ouagadougou actuellement, c'est quoi? Il y a le manque d'infrastructures, le manque d'enseignants. Tout ça, ça pose problème. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les décideurs font pour résoudre ça? Jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment de l'effet. Nous manquons vraiment des cadres pour nos recherches. Vous savez maintenant que pour être compétitif sur le marché de l'emploi, c'est l'excellence vraiment qui va priver. C'est l'excellence. Nous sommes nombreux maintenant. Il va falloir qu'on nous assiste dans notre formation en nous apportant vraiment des infrastructures qui vont nous permettre de faire nos recherches. À l'université, en tout cas, il y a trop de problèmes. Les problèmes d'amphi, on a les contenus de notre nom et il n'y a pas d'amphi pour contenir les étudiants. Les devoirs, on a des problèmes à tout temps reporter. L'assidu du cours, les professeurs reportent les cours à tout moment. Donc, on a plein de problèmes. Même aux rues, on mange mal. Le Premier ministre, il est venu. Il a écouté nos problèmes dans un département. Il veut faire SVT par exemple. Mais en fait, nous avons beau écouter, c'est des discours politiques. Il n'y a pas eu de solution réelle, pratique comme nous l'attendons. Pour nous, on n'avait pas besoin des états généraux pour connaître les problèmes des universités. C'était déjà bien connu. Bon. Mais comme ils ont décidé de se rencontrer pour voir ces problèmes encore, on attend de vraies décisions pour faire sortir des universités de cette crise. Il reste une volonté seulement. Pendant ce temps, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base veulent améliorer l'organisation des cantines scolaires en partenariat avec une société de distribution de gaz butane. Un projet pilote de soutien aux cantines scolaires est initié pour vulgariser l'utilisation du gaz butane auprès des responsables des cantines scolaires. Les acteurs de l'éducation étaient conviés à Tinkoudgou pour partager cette expérience en présence de Drissa Seré. Les cantines scolaires jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accessibilité de l'école à tous. Elles contribuent au maintien des enfants dans le système éducatif, soulagent les parents et favorisent les apprentissages. Malheureusement, les conditions d'organisation de ces cantines scolaires laissent souvent à désirer. Par exemple, l'utilisation du bois de chauffe dans les foyers traditionnels n'est pas de nature à faciliter le travail des braves femmes commises à cette tâche. Dans le contexte de raréfaction des ressources forestières, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation au Burkina Faso et Sodigaz APC
ont mis en œuvre un projet de soutien aux cantines scolaires. Parlant de l'utilisation du bois, c'est un peu difficile des fois. Parce qu'au moment de l'harmattan, pour maintenir les flammes là, sous la marmite, là, c'est un peu difficile. Et l'acquisition également du bois est un peu difficile pour nous. Quand il s'agit de préparer avec le bois, et je peux dire que j'ai beaucoup de difficultés parce que moi-même chez moi, je n'utilise plus le bois. Et quand les enfants arrivent, maman, on dit d'envoyer du bois à l'école. Vraiment, ça me choque un peu parce qu'à chaque fois, il me faut donner 100 francs ou 200 francs pour qu'on aille acheter du bois. Et maintenant, comme il y a Sodigaz qui s'est engagé à accompagner les écoles, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Et vraiment, ça va beaucoup trop nous arranger. Dans le cadre de cette expérience pilote de soutien au fonctionnement des cantines scolaires, prévue pour s'étendre à toutes les écoles du Burkina, les porteurs du projet se sont rendus à l'école Kiri et à l'école CTA de Tenkodogo. Aux acteurs, ils ont présenté les tenants et les aboutissants de l'initiative conjointe et exprimé leurs attentes par rapport aux représentants communautaires. Nous apprécions positivement cette initiative. Ça a aidé beaucoup nos braves cantiniers qui souffrent sérieusement dans les cantines avec la fumée. Le Burkina Faso a choisi de faire la promotion du gaz butane dans un souci de protection et de promotion de l'environnement. À Tenkodogo, les acteurs de l'éducation qui n'ont pas manqué d'exprimer des préoccupations liées aux problèmes des moyens des APE et à la disponibilité des foyers ont salué l'action du CCEB et de Sodigaz APC. Politique, le Congrès pour la démocratie, le progrès victorieux des élections couplées du 2 décembre 2012 poursuit cette tournée de remerciements. Ce 9 juin 2013, une délégation conduite par le secrétaire général de la section CDP du Kadiogo est allée à la rencontre des militants de Konki Ipala. Konki Ipala est la commune classée première avec ses 36 conseillers, tous issus du Congrès pour la démocratie et le progrès. L'objectif de la rencontre est donc de dire merci aux militants pour la confiance accordée au parti et surtout de tenir une promesse faite bien avant les élections. Le reportage de Oswald Gaëtan Segeda et de C. Sylvestre Da. Dimanche 9 juin 2013 à Konki Ipala, les responsables du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, sont venus dire merci aux militants. Et la raison est tout simple. La commune rurale de Konki Ipala a réalisé un taux de 100% aux élections municipales du 2 décembre 2012. Au-delà du merci, le CDP est venu aussi tenir une promesse. Dans nos conventions, il avait été prévu que la commune rurale qui allait venir première en termes de pourcentage devait avoir un prix de 5 millions. Et nous sommes venus respecter notre engagement par rapport à ce prix-là. Konki Ipala est vraiment fier de recevoir ces 5 millions qui, du reste, pourra nous aider en tout cas à faire quelque chose pour la commune. Cela marque en tout cas la particularité du parti par rapport à d'autres qui passent le temps à dire des bonnes promesses pendant les campagnes pour se faire voter. En plus du chèque de 5 millions de francs CFA, Konki Ipala va bénéficier d'une infrastructure de son choix. C'est un autre terme du pacte social avec ces populations que le parti majoritaire entend réaliser une fois le choix de l'infrastructure déterminé. Le maire de Ouagadougou rappelle aux commerçants de sa ville les règles d'occupation du domaine public. Les petits vendeurs et autres acteurs du secteur informel sont invités à se remettre en règle vis-à-vis de la réglementation. Jacques Lamissa Tapaga. Face aux occupants du domaine public, pour la plupart des acteurs du secteur informel, le maire marin Casimir Liboudo reste fidèle à sa méthode, informer, discuter pour enfin prendre des décisions. C'est inviter les différents acteurs qui occupent le domaine public à se mettre en règle vis-à-vis de la réglementation, parce que semble-t-il, des dossiers sont en souffrance dans nos mairies. Et c'est pour ça que nous avons pris l'engagement d'apporter des réponses à ces dossiers en souffrance. Non pas pour donner satisfaction à ces demandes, parce que là où c'est possible, nous allons répondre par l'affirmative. Là où ce n'est pas possible, nous allons dire non, nous ne pouvons pas vous permettre de vous installer à tel endroit. Recherchez un autre site et revenez nous voir. Nous avons dit la question de salubrité aussi, là, c'est un comportement individuel et c'est l'invite que nous avons lancé auprès des commerçants. Et nous avons donné 1 mois pour faire un travail de sensibilisation, 3 mois pardon, pour faire un travail de sensibilisation, de rappel, d'interpellation, à travers nos collaborateurs sur le terrain. Les conséquences de l'occupation du domaine public sont énormes à Ouagadougou. Les voies sont réduites du fait de l'étalage des marchandises, ce qui cause de nombreux accidents.
Les acteurs du secteur informel en sont conscients, ils entendent respecter désormais les règles. Moi, je pense que c'est une bonne chose que la commune a pensé au secteur informel. Moi, je pense que déjà, c'est une bonne chose parce que c'est un échange d'informations. Donc, moi, je pense qu'on va nous appuyer dans les règles de la commune de Ouagadougou pour le développement du Burkina Faso. Les services de la mairie devraient eux aussi jouer leur rôle. Les participants à la rencontre à la Maison du Peuple ont décrié le mauvais comportement de certains agents de contrôle. Ils ont également évoqué la multiplicité des taxes et impôts. Les échanges se poursuivront certainement avec le maire, mais en attendant, les actions annoncées seront mises en œuvre. Les maires et les comptables des communes du Centre-Nord étudient les approches pour optimiser les recettes. Les techniques de recouvrement et de prévision ont été partagées entre les acteurs de la recette municipale. Recommandation a été faite de s'investir dans la sensibilisation pour amener le citoyen à payer lui-même son impôt. Frédéric Etienne Bassinga. La décentralisation impose aux collectivités territoriales une autonomie financière plus marquée. Et qui dit autonomie financière parle aussi d'efficacité dans le recouvrement des ressources disponibles. Les communes de la région du Centre-Nord en sont conscientes, c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas marchandé leur présence à cette formation sur les techniques de prévision et de recouvrement qui se tient à Kaya. Cette formation est très importante. Elle est très importante parce que ça va permettre aux techniciens du budget et aux maires d'avoir une vision plus précise pour ne pas naviguer à vue. Ça va nous permettre de planifier nos actions de collecte de l'impôt. Organisée par le Trésor public burkinabé, cette formation répond surtout à la nécessité d'assurer une formation continue aux agents chargés de collecter les impôts. Il va s'agir, durant ces 4 jours, de les outiller sur les techniques permettant d'amener les citoyens à payer d'eux-mêmes l'impôt. En matière de recouvrement, on a toujours besoin de se ressourcer, de toujours revoir est-ce que nos recouvrements sont conformes aux normes et en fait de permettre qu'on puisse avoir un recouvrement optimum. Cette formation fait suite à celle organisée à Manga. Et le Trésor public n'entend pas s'arrêter là, il va continuer sur cette lancée avec Zignaré en ligne de mire. Le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité renforce les capacités des officiers et agents de police judiciaire sur les techniques d'enquête applicables aux femmes et aux mineurs. C'est une approche qui tient compte de la vulnérabilité de ces catégories sociales. Nathalie Sawargo nous édifie sur le bien fondé de ces approches. Les officiers et les agents de la police judiciaire doivent traiter les droits des personnes vulnérables spécifiques que sont les femmes et les mineurs, selon les règles en la matière en cas de procédure d'enquête judiciaire. C'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Pour aider les officiers et les agents de police judiciaire à mener à bien leur mission, le ministère de tutelle va les outiller en techniques d'enquête applicables aux femmes et aux enfants mineurs en cas de procédure d'enquête judiciaire. Vous savez que généralement, dans la mise en œuvre des activités de police judiciaire, nos officiers, nos agents sont appelés à interroger ou à faire certaines investigations sur cette frange de la population. Il s'agit donc de respecter un certain nombre de normes et dans la mise en œuvre justement de ces renforcements de capacités. Pendant 3 jours, les agents de sécurité vont profiter de l'expertise d'un lieutenant de gendarmerie nationale du Burkina en la personne de Stéphane Sessouma. Nous avons essentiellement 2 modules. Un module en ce qui concerne les techniques d'enquête impliquant les mineurs et un deuxième module sur les techniques d'enquête applicables aux femmes. Maintenant, à l'intérieur de chaque module, il sera question d'aborder en fonction de chaque des catégories, d'aborder des questions qui sont relatives à l'audition, à la perquisition et un peu les conditions de garde à vue essentiellement. Au sortir de ce séminaire, il est attendu des participants un meilleur respect des droits des personnes vulnérables dans l'accomplissement de leur mission de police judiciaire. Ils devront aussi mieux s'approprier des textes relatifs à la protection des droits humains d'une manière générale. La RTB poursuit son implantation en région avec la mise en route des RTB2 à Ouaguia dans le nord. C'est Symphorien Somda qui va coordonner la couverture télévisuelle et radiophonique des événements.
Il a surtout la responsabilité de piloter la mise en route d'une chaîne régionale RTB2 Nord, une chaîne très attendue par les populations et les autorités régionales pour soutenir la communication et l'information de proximité. Tidiane Waliou et Nyakiteda. La RTB2 Nord, désormais une réalité. Cette cérémonie marque la prise de fonctions officielles de son premier directeur. Symphorien Somda, précédemment journaliste reporter à la télévision du Burkina, aura en charge les affaires de cette chaîne naissante. Une chaîne dont la mission est de contribuer au développement et au rayonnement de la région du Nord. Bien auparavant, il y avait des difficultés pour couvrir les émissions parce que la radio et la télévision n'avaient pas les moyens nécessaires pour couvrir tout le pays et en un temps record. Je crois qu'avec l'installation de la RTB2 Nord, parce que tout sera facile. Aujourd'hui, nous sommes sur place à Waïbia ici et je pense que c'est bien pour tout le monde. L'ouverture de RTB2 Région découle de la volonté des autorités du ministère de la Communication de rapprocher la chaîne nationale audiovisuelle des populations sur l'ensemble du territoire national. Enjeu, promouvoir les valeurs culturelles de chaque région. Et à Waïbia, ce mardi 11 juin, les autorités régionales se réjouissent de l'ouverture de la RTB2 Nord, une station qui, de leur avis, va permettre de mieux communiquer avec les populations. Nous sommes au bout du processus d'installation de la RTB Nord. C'est un processus qui a démarré il y a un peu longtemps, avec la possibilité pour nous d'avoir sur place effectivement une équipe de reportage, une équipe organisée pour nous accompagner dans nos activités. Et je crois que ça, c'est une très bonne chose pour nous. Disposant déjà d'une station de radio et d'une unité de production télé, grâce au soutien des partenaires, notamment le Conseil régional, la RTB2 Nord a déjà franchi des étapes certes, mais c'est une station qui doit nécessairement s'équiper en matériel technique et logistique pour être opérationnelle et répondre aux attentes des populations. Et la direction générale de la RTB dit s'employer à le faire afin de lui permettre de rayonner dans cette partie du Burkina. Depuis 1973, il parcourt le Burkina, suit les faits et gestes des dirigeants et observe le progrès du Burkina avec l'objectif de son appareil photo. La silhouette de Ben Idriss Zoungrana est omniprésente dans les grands événements et grands moments de la vie de ce pays. Big Z, c'est son nom de journaliste photographe, nous parle de ses 40 ans de métier, de ses grands moments qui l'ont marqué et de ses projets pour l'avenir. Pélagie Bempanome Sawadougou et Évariste Kombari ont rencontré ce grand témoin de l'histoire du Burkina. Dans l'univers de la photographie burkinabé, Ben Idriss Zoungrana, plus connu sous le nom de Big Z, est une figure emblématique. L'homme ne passe pas inaperçu, difficile de le croiser sans son appareil photo. Voilà 40 ans que Big Z sillonne le Burkina Faso, l'Afrique et le monde en quête d'images. Tout serait parti en 1973 où il est accepté au sein du journal L'Observateur comme journaliste, reporter, photographe. Je suis rentré d'Abidjan, j'étais déjà à l'université. Quand je suis rentré, je suis allé voir le grand frère Raymond Monsieur Edouard Ouedraogo. Je lui ai dit que j'aimerais être journaliste. J'ai un appareil photo et je voudrais vous épauler. Il m'a dit, vous tombez bien, nous venons d'être créés. Nous allons donc, si vous êtes partant, on va faire l'aventure ensemble. Ben Idriss Zoungrana est arrivé à la photographie par passion. Titulaire d'une licence en sociologie, Big Z se formera ensuite au métier de journaliste et de photographe à l'université de Ouagadougou, au sein de l'ENAFEC, au CESTI de Dakar, en Union soviétique et aux États-Unis. Nous étions en fin d'année de 1983 et j'étais à Ouagadougou pour couvrir un sommet des ministres de la Jeunesse et des Sports, du Conseil supérieur des sports en Afrique. Et à l'occasion de l'ouverture de cette conférence, j'ai été intrigué, puis impressionné, ensuite fasciné par un des photographes, par sa mobilité. Il bousculait tout le monde, il faisait jamais les choses comme cela étaient conçues et c'était extraordinaire. Et quand j'ai eu l'occasion, je me suis approché de lui et je lui ai dit que j'étais venu, j'avais un reportage, j'avais une interview du président Thomas Sankara sur le sport, la place du sport dans la révolution du Burkina. Et je n'avais pas de photographe. Alors Ben Idriss a accepté de travailler avec moi pour cette interview. Et c'est comme ça que je l'ai connu. C'était il y a 30 ans.
La soixantaine passée, Big Z a écrit avec son appareil et ses clichés une page de l'histoire du Burkina Faso. Faits divers, politique, sport, rien n'échappe à l'objectif de ce photographe funeur. Big Z détient dans ses archives des photographies de la révolution d'août 1983 et de ses acteurs. Voilà une photo qui plongera le couple présidentiel dans des souvenirs de jeunesse. Sans commentaire, pour rien au monde, Big Z ne changera de métier. C'est vrai, nous a-t-il dit, mon parcours a été souvent parsemé d'embûches, mais la photographie m'a tout donné. Je suis sûr que vous allez me poser la question, est-ce que ça nourrit son homme? J'ai dit, n'importe quel métier nourrit son homme, à condition bien entendu de le maîtriser et de l'aimer. Si vous exercez un métier que vous n'aimez pas, autant laisser. La photographie m'a tout apporté. Tout. Au moment où Big Z commémore ses 40 ans de métier, l'homme a un seul objectif, créer une école de photographie afin de partager son savoir-faire et son expérience. Hajj 2013, cette année, le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a retenu 12 agences de voyage, seules autorisées à accomplir les formalités administratives liées au visa, au contrat et toute relation formelle avec les autorités. Ce choix procède de la volonté d'apporter une certaine efficacité dans l'organisation du pèlerinage. Ramatou Zida et Sylvestre Da ont signé ce reportage. Ce sont au total 12 agences de voyage qui ont reçu l'autorisation officielle pour recruter et encadrer les pèlerins. Le Comité national de suivi du pèlerinage entend ainsi répondre efficacement aux besoins d'hébergement, de soins médicaux et de séjour des pèlerins. Les agences se sont regroupées en 4 pôles avec des chefs de file. Et vous savez, ces chefs de file-là sont chargés de coordonner un peu les actions, les activités des agents pour qu'ils mènent. Depuis l'année passée, nous avons agréé 12 agences. Donc, il y a 12 agences qui sont agréées. Il y a Africa Voyage, il y a l'agence Talbia, il y a l'agence Al-Madina, il y a l'agence Golf Tour, il y a l'agence Kessias Travel, il y a l'agence Noura Voyage, il y a Okaz, il y a Prestige Voyage, il y a Rangouma Voyage, il y a Sana Voyage, EGT Tour et Zahra Voyage. Ces agences ont été retenues depuis 2012 et ce pour une durée de 3 ans. Tous les pèlerins désirant effectuer le déplacement de la Mecque pour le Hajj ou la Umrah devront nécessairement s'inscrire auprès de l'une d'entre elles. Pour ce qui est des informations concernant l'organisation pratique des pèlerinages, elles seront disponibles dans les prochains jours. À Bonou, dans le Sourou, les fidèles musulmans ont prié dans une nouvelle mosquée. C'est un cadre plus adapté à la pratique de la foi musulmane puisque l'ancien bâtiment apparaissait bien vétuste. C'était une journée de bénédiction à laquelle ont assisté des délégations venues de localités voisines comme la Côte d'Ivoire, Adama Koulibaly. Cette bâtisse qui faisait office de mosquée pour la communauté musulmane de Bonou, village situé à une trentaine de kilomètres de Tougan, chef-lieu de la province de Sourou, relève désormais du passé depuis ce 7 juin. Ce jour, vendredi, jour de grande prière, a connu l'inauguration de la nouvelle mosquée, œuvre d'un fils de la localité en présence de délégations venues des contrées environnantes et aussi de la Côte d'Ivoire. Ce qui relève de l'œuvre de Dieu là, mais on ne peut pas dire qu'on s'est beaucoup investi parce que bon, si Dieu vous facilite quelque chose, il faut lui être reconnaissant. Et nous, on s'est permis que ça peut canaliser toutes les énergies pour que les gens viennent à la prière. Je voudrais tout simplement dire un grand merci à El Hadj Inoussa Kanazoué, représenté ici par son grand frère Issouf Kanazoué, qui ont mis à la disposition de la province du Sourou, du village de Bonou, donc cette belle mosquée qui, c'est sûr, va contribuer à agrandir et à vraiment faire de telle sorte que l'islam puisse prospérer dans notre province et dans ce village. C'est le grand imam de Tougan, Cheikh Mounir Traoré, qui a dirigé les 2 rakats de la prière inaugurale de ce nouvel édifice
qui trône sur la place jouxtant le marché. Un édifice dont le coût d'une vingtaine de millions de francs CFA fera certainement le bonheur des fidèles musulmans. C'est un grand jour pour nous et ce que M. Balama vient de réaliser est vraiment à notre honneur. Cela ne peut que contribuer à faire rayonner la religion musulmane. Prêche et surtout séance de bénédiction des différentes délégations présentes aux côtés de leurs frères musulmans de Bonou ont ponctué cette cérémonie d'inauguration. Des prières également à Kolgnaba où la communauté paroissiale célébrait hier le 47e anniversaire de la journée chrétienne de la communication. Cet événement a servi de cadre pour l'inauguration de la chapelle Saint-Sacrement baptisée Bethel. On a prié également à l'occasion pour les malades, les veuves, les orphelins et les candidats aux examens des différents examens et concours. Moussaki et Nyakiteda ont signé ce reportage. C'est une communauté catholique de Kolgnaba qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits en ce 47e anniversaire de la journée chrétienne de communication. Une journée qui consiste pour ses frères et sœurs en Christ d'intégrer les nouveaux moyens de communication dans leur mission d'évangélisation. Les moyens de communication sociale, c'est vraiment c'est une chance pour l'évangélisation et il faut permettre aux chrétiens de les sensibiliser pour qu'ils aient une grande conscience et qu'ils les développent et qu'ils savent les utiliser et les utiliser à bon escient. La journée consacrée à la prière et au chant a été une occasion pour inaugurer la nouvelle chapelle baptisée Bethel et qui veut dire la maison de Dieu. La construction de ce local a reçu l'apport du conseil paroissial des laïcs CPL. Notre rôle, c'était de mobiliser les fidèles chrétiens de Kolonaba pour participer à la construction de cette chapelle en donnant chacun quelque chose financièrement pour permettre la réalisation de la chapelle. Cette nouvelle chapelle va permettre désormais aux fidèles catholiques de communier avec le Seigneur. Un lieu de prière bien accueilli par le premier responsable de la paroisse. Ce sont des sentiments de joie parce que quand nous lancions le projet, avec rien, 0 francs, et ça coûte 14 millions, on se demandait comment ça va se faire, est-ce que les gens vont répondre, est-ce que ça correspond à une attente. Mais quand on a lancé et que les gens, aujourd'hui, on a eu plus de 14 millions. C'est une joie pour moi parce que les gens ont répondu et surtout ça correspond à un besoin. La présente journée constitue non seulement un cadre de partage de l'évangile, mais aussi des prières pour les malades, les veuves, les orphelins et les candidats aux différents examens et concours. Hors de chez nous, à Athènes, les populations manifestent violemment contre la fermeture de la télévision publique. Le gouvernement a pris cette mesure sans préavis dans l'optique de réaliser de nouvelles économies. Maintenant, il devrait faire face à une résistance catholique violente d'une ampleur inattendue. C'est la fin de cette édition. Demain, Godefroid Bazier sera au pilotage de la grand-messe du 20h. Pour ma part, je vous retrouve vendredi. Excellente suite de programmes sur la RTB.